Il y a 15 ans, presque jour pour jour, Fernando Alonso remportait le premier Grand Prix de nuit de l'histoire de la Formule 1, disputé dans les rues de Singapour. Le facteur essentiel de ce succès était la voiture de sécurité entrée en piste après l'accident de son coéquipier Nelson Piquet Jr. Drôle de coïncidence. En 2008, Renault connaît le retour de l'enfant prodige. Fernando Alonso, déjà champion du monde avec l'écurie en 2005 et 2006, parti chez McLaren en 2007 où il a trouvé un environnement hostile et même explosif avec son coéquipier, le jeune Lewis Hamilton. Se sentant abandonné, défavorisé, Alonso quitte McLaren à la fin de la saison 2007 pour retrouver son premier amour, Renault. Sauf que cette écurie est en perte de vitesse, un seul podium sur l'ensemble de la saison et une 3e place au classement constructeur, héritée de la disqualification de McLaren, mais loin, très loin de Ferrari. Côté pilote, Giancarlo Fisichella, solide en début de saison, ne s'est finalement pas assumé comme le leader de Renault et va quitter l'écurie, tandis que le jeune Heikki Kovalainen s'est progressivement affirmé dans ce rôle et fait le chemin inverse d'Alonso pour rejoindre McLaren en 2008, qui est alors à la lutte pour le titre avec Ferrari. Le taureau des Asturies revient donc au centre du projet français, avec à ses côtés un fils de champion du monde, Nelson Piquet Jr., dont on attend de voir s'il aura le talent de son triple champion du monde de père. Mais le plus intéressant dans cette écurie, ce n'est peut-être même pas du côté des pilotes. Fernando Alonso ou encore Michael Schumacher doivent en grande partie leur premier titre à un seul homme, un Italien aux airs de mafieux, un homme aux cheveux gris et aux lunettes caractéristiques, Flavio Briatore. Craint autant qu'il est apprécié, Flavio Briatore est talentueux. Mais au-delà de ça, il aime gagner. Et il est prêt à tout pour gagner. Sauf que la saison 2008 est encore plus compliquée que la saison 2007 pour Renault. Alonso assure quelques entrées dans les points, dont une poignée de 4e place, mais Piquet est en très grosse difficulté. À la mi-saison, il n'a inscrit que 2 points contre 13 à son coéquipier avec le barème de l'époque, et il totalise 6 abandons en 9 courses. Mais la saison de Renault bascule en Allemagne, du moins dans l'esprit des dirigeants. Parti 17ème, Nelson Piquet Jr. va signer le premier podium de sa carrière. Il termine 2ème, en grande partie grâce à la stratégie. Pour la comprendre, laissez-moi vous expliquer à l'époque une règle un petit peu particulière. Sous safety car, les pilotes n'ont pas le droit de rentrer au stand avant que tout le monde se soit regroupé. Vous me voyez donc venir, si par chance on s'est arrêté 1 ou 2 tours avant la safety car et que tout le monde s'arrête derrière celle-ci, eh bien on peut gagner très très gros. C'est ce qui est arrivé à Piquet en Allemagne. Ce week-end-là, Renault découvre donc qu'elle peut monter sur le podium en 2008 et certains dirigeants vont garder cette stratégie en tête. Pour la première fois de son histoire, la Formule 1 se rend à Singapour. Et pour la première fois de son histoire, elle va rouler de nuit. Si la visibilité inquiète, dans un premier temps, les doutes sont vite balayés pour laisser place à l'émerveillement. Singapour sera un spectacle et Ferrari et McLaren sont attendus pour faire le show. Mais en fin de saison, les voitures jaunes retrouvent de la compétitivité. Fernando Alonso termine premier des séances d'essais libres 2 et 3, ce qui laisse entrevoir d'assez gros espoirs pour ce week-end. Sauf que, voilà les qualifications et un problème d'injection de carburant va renvoyer Fernando Alonso à la 15e place sur la grille, aux côtés de son coéquipier Nelson Piquet, sur un circuit en ville où il est très compliqué de dépasser et où, selon l'aveu même de Fernando Alonso, il lui faudra un miracle pour gagner quelques positions. Un miracle. Les têtes pensantes de l'écurie, Flavio Briatore et Pat Symonds, qui est alors directeur de l'ingénierie, se retrouvent alors pour tenter d'établir une stratégie qui tient en fait plutôt du plan machiavélique. La tricherie, si rare en Formule 1, est en train de se mettre en place. Il faut bien comprendre que Nelson Piquet Jr. est alors plus que menacé au sein de Renault, ses résultats sont vraiment très décevants et la consigne est claire, s'il veut conserver son baquet, il devra aider Fernando Alonso à tout prix. Chacun des membres connaît alors sa partition, il ne reste plus qu'à la dérouler pendant la course. Mais sur la grille de départ, personne ne se doute de rien, c'est l'excitation d'un premier Grand Prix de nuit. On attend donc la bataille entre McLaren et Ferrari puisque Renault a été exclu, même si Nelson Piquet Jr. va se faire remarquer en partant en tête à queue dans le tour de formation. C'est une scène extrêmement rare, mais on ne le sait pas encore, Nelson Piquet Jr. est juste en train de réviser sa partition. Alonso prend un bon départ et gagne des positions. Il est 11e au 12e tour, moment qu'il choisit pour passer une première fois par la voie des stands. C'est
très étonnant. On est très tôt dans le Grand Prix et même si une stratégie à 2 arrêts est prévue, ça semble vraiment tôt pour couvrir l'ensemble des 61 tours de cette course. Mais les écuries n'ont pas le temps de s'interroger. Au 14e tour, Nelson Piquet Jr. fracasse sa Renault en sortie du virage 17, endroit où il est extrêmement compliqué d'évacuer la voiture. Une erreur de débutant, l'erreur de trop, une erreur facile à faire aussi. Une erreur qui pose question? Pas pour le moment en tout cas. La safety car est déployée, les écuries sont trop concentrées sur le cafouillage qui se déroule. Certains pilotes manquent d'essence et donc sont obligés de rentrer par la voie des stands, ils écoperont d'une pénalité, tandis que les autres attendent l'ouverture de celle-ci pour changer de pneus et ravitailler en carburant. C'est un bordel pas possible, il y a des voitures et des mécaniciens de partout, quand soudain, un homme à terre chez Ferrari. Felipe Massa a été renvoyé avec le tuyau qui lui permettait de ravitailler en carburant. Il perd tout espoir dans ce Grand Prix, lui qui dominait la course jusque-là. Et pendant ce temps-là, une Renault va profiter du cafouillage pour récupérer quelques tours plus tard les commandes de la course. Et après un deuxième arrêt où il ressort juste devant David Coulthard, Fernando Alonso est bel et bien le leader du Grand Prix de Singapour, sur un circuit où, je vous le rappelle, il est très compliqué de dépasser. C'est en plus la Williams de Nico Rosberg qui va se retrouver juste derrière lui, une voiture qui n'est pas beaucoup plus compétitive et encore moins ce week-end-là, et qui va donc bloquer Lewis Hamilton en 3e position. Tandis que la McLaren bute, les deux Ferrari partent à la faute et Alonso n'est jamais inquiété, il continue de gérer tranquillement sa course. Au terme des 61 tours de ce Grand Prix de Singapour 2008, Fernando Alonso et Renault retrouvent la victoire. Briatore est tout sourire sur le podium et on en aurait presque oublié le malheureux Nelson Piquet. Au soir du Grand Prix de Singapour 2008, les pilotes Red Bull vont voir les journalistes en leur disant que quelque chose ne va pas. Aucune simulation victorieuse ne prévoyait un arrêt au stand dès le tour 12. Ce n'est pas normal. Jean-Louis Moncey, qui raconte l'anecdote, ne s'en inquiète pas plus que ses collègues. Il est tard, chacun veut juste rentrer chez soi. En coulisses, l'affaire fait malgré tout son petit bonhomme de chemin, qu'il est curieux que l'accident de Nelson Piquet Jr. ait indirectement offert la victoire à Fernando Alonso et qu'au lieu de le couler au sein de l'écurie Renault, cela ait conduit à la reconduction de son contrat. L'affaire éclate en juillet 2009. Renault se sépare de Piquet pour le remplacer par Romain Grosjean et le pilote brésilien, avec le soutien de son père, triple champion du monde, révèle toute l'affaire. S'il est parti à la faute dans le 14e tour du Grand Prix de Singapour 2008, c'est parce qu'on lui a demandé de le faire. C'est parce que c'était sa seule chance pour sauver sa place chez Renault. Les instigateurs de la triche sont Flavio Briatore et Pat Symonds. En tout cas, c'est ce qu'affirme le clan Piquet. Maintenant, il faut que la justice et la FIA enquêtent pour savoir le vrai du faux. La version du pilote est transmise dans un document de 4 pages où il relate avec précision les instructions qu'il avait reçues de jeter violemment sa voiture dans le mur à un endroit où l'intervention nécessitait une voiture de sécurité qui favoriserait la victoire de son coéquipier. Si le très expressif Flavio Briatore s'exprime de partout dans les médias pour parler d'un complot, pour dénoncer un pilote qui serait rancunier de son éviction, les preuves s'accumulent progressivement et Renault va finalement se désolidariser de son grand Manitou. Le constructeur reconnaît l'entièreté de la demande faite à Piquet et en conséquence, elle n'aura pas de conséquences directes, elle est plus ou moins blanchie dans cette affaire. Les hommes tomberont, mais pas la structure. Le communiqué final de la FIA va donc s'appuyer sur l'enquête interne qu'a réalisée Renault après avoir viré Flavio Briatore et Pat Symonds et constaté qu'ils étaient les seuls instigateurs de la triche. Je cite, « Aucune autre personne de l'écurie n'était impliquée dans la manigance. Personne n'était au courant. » Personne ? Malgré les doutes qui subsistent, ils en concluent que s'ils n'étaient pas au courant, Fernando Alonso doit conserver sa victoire. Il a disputé sa course sans se soucier du sort de son coéquipier. Et donc oui, encore aujourd'hui, Fernando Alonso est bel et bien le vainqueur du Grand Prix de Singapour 2008. Bon, ne croyez pas que les instigateurs s'en sortent si bien. Flavio Briatore est radié à vie de la Formule 1, Pat Symonds écope de 5 ans de suspension, jusqu'à ce qu'il fasse appel et que la décision soit annulée devant le tribunal de grande instance de Paris. En fait, c'est Briatore qui a déclenché l'appel, estimant que cette radiation à vie n'avait pas de fondement, il n'y avait aucune règle qui l'exprimait et qu'elle allait à l'encontre des droits de l'homme. Rien que ça. Et il réclame carrément une indemnité d'1 million d'euros. Là, même le culot a retweeté. Mais accrochez-vous,
La cour va donner raison à Briatore, qui va obtenir l'annulation de sa suspension et 15 000 € d'indemnité. De même pour Pat Simons qui obtient 5 000 €. La FIA finira même par abandonner les poursuites sous la direction de Jean Todt afin de tourner la page de cet épisode et un accord sera trouvé entre les différents protagonistes. Briatore aura donc la décence de se tenir éloigné des paddocks de Formule 1 à l'avenir, même s'il reste toujours très proche de Fernando Alonso. Quant à Pat Simons, il met moins de 2 ans à retrouver un poste. Puis il gravit de nouveau les échelons jusqu'à devenir le directeur technique de la Formule 1 et l'un des pères fondateurs de la génération 2022. L'écurie Renault, elle, est lâchée de toutes parts, notamment par son sponsor principal, ING, qui se retire et elle va chercher à quitter au plus vite la Formule 1, qu'elle quitte définitivement fin 2011, jusqu'à finalement revenir en 2016 avec une toute nouvelle structure, mais bon, ça c'est une autre histoire, qui conduit jusqu'à l'écurie Alpine aujourd'hui. Et si l'on prend le résultat d'ensemble, la FIA est donc, aux yeux de la justice, la seule responsable dans toute cette affaire. Ainsi s'achève donc l'histoire du Grand Prix de Singapour 2008, sans la moindre sanction sportive. Comme quoi, tricher, c'est pas bien, mais ça peut passer. Enfin, je crois. Je suis pas sûr de la morale de cette histoire. Et quelques semaines plus tard a eu lieu le Grand Prix du Brésil où Felipe Massa a perdu son unique chance de devenir champion du monde de Formule 1 à domicile et à 1 point près. Ce fut le final le plus fou de l'histoire de la Formule 1, on se penchera dessus un jour puisque Lewis Hamilton remporte le titre dans le dernier virage du dernier tour de la dernière course du championnat. Felipe Massa, champion pendant une poignée de secondes, est finalement très digne dans la défaite. En larmes sur le podium, il frappe son cœur, brodé à jamais d'un écusson Ferrari. Les images sont magnifiques et il devient probablement le plus beau des champions sans couronne. Sauf que 15 ans plus tard, il a décidé de ruiner cette image. Bernie Ecclestone, 92 anniversaire au compteur et patron de la Formule 1 à l'époque, a depuis révélé qu'il était au courant de la supercherie dans les semaines et les mois qui ont suivi. Max Mosley, le président de la FIA, était également au courant et ils ont cherché à la cacher pour ne pas ruiner l'image de la Formule 1. Dit comme ça paraît complètement aberrant, mais avec Papy Bernie, franchement, on est rarement étonné. Il a même déclaré « Nous avons décidé de ne rien faire ». Et puis, il y a finalement eu enquête et condamnation, l'affaire est close. Sauf que pour Felipe Massa, ça change tout. C'est la preuve d'une triche organisée. Et il n'a pas tort sur ce point. Mais il estime que par conséquent, le Grand Prix de Singapour doit être annulé. Purement et simplement, rayé des tablettes, les points enlevés. Et je vous rappelle que pendant ce Grand Prix, lui perd tout dans la voie des stands, tandis que Lewis Hamilton termine 3ème et donc inscrit 6 points. Si ce Grand Prix était annulé, il récupérerait le titre, mais 15 ans après, quelle image pour le perdant magnifique. De plus, la perte de points de Massa n'est qu'indirectement liée au crash de Piquet. Si ça se trouve, il aurait eu le même problème en s'arrêtant quelques tours plus tard. Et puis si la tricherie mérite une modification du résultat, bah très bien, disqualifions Alonso. Mais pourquoi annuler l'ensemble du Grand Prix ? Certes, la course et le résultat ont été perturbés, mais il y a bien un Grand Prix qui a eu lieu. Bon voilà, j'ouvre le débat. Personnellement, je ne pense pas que l'on devrait annuler le résultat de la course. À la limite, disqualifier Fernando Alonso, ça se justifie. Mais pour l'ensemble, j'espère vraiment que Felipe Massa ne récupérera pas le titre de cette manière-là. Les images de sa défaite étaient tellement belles. Oui, c'est horrible de le dire comme ça, mais il a été un loser tellement magnifique. On se souviendra de lui comme un excellent pilote de Formule 1. Ce serait dommage d'aller en quelque sorte ruiner une réputation, se mettre toute la communauté d'Hamilton à dos. Franchement, c'est pas nécessaire et je vous parle même pas du précédent que cela créerait. Voilà, sur cette controverse, on arrive au bout de l'épopée du Grand Prix de Singapour 2008 qui donc, vous le comprenez, n'est pas encore complètement terminée, même si une modification 15 ans plus tard est très improbable. En tout cas, c'est une histoire complètement folle en Formule 1 que je voulais vraiment vous raconter. Il y en a un autre d'ailleurs dont on n'a plus dit un mot, c'est Nelson Piquet. Mais sa carrière en Formule 1 était terminée à partir de ce moment-là. On ne se souvient de lui que pour ça finalement, même s'il a eu après d'autres succès, devenant par exemple champion du monde de Formule E pour la première saison. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 18 h. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.